Ma belle-fille m'a giflé et m'a réclamé les clés de mon appartement. La gifle est venue si vite que je n'ai pas eu le temps de réagir. Mes lunettes ont volé en éclats sur le sol élégant de la salle de bal, sous les yeux de 130 invités, dans un silence absolu. Ma joue brûlait, mais la douleur dans ma poitrine était bien pire. Juliette, ma belle-fille, venait de me gifler le jour de son mariage parce que je refusais de lui remettre les clés de mon appartement. « Voilà ce que ça te fait d'être si égoïste », m'a-t-elle crié devant tout le monde. « Une femme de ton âge n'a pas besoin d'autant d'espace. » Le silence qui suivit était assourdissant. Personne ne bougea pour m'aider alors que je me baissais, tremblante, pour ramasser mes lunettes brisées. Certains invités détournaient le regard, mal à l'aise. D'autres murmuraient entre eux, mais personne, absolument personne, n'osa défendre la pauvre belle-mère âgée qui venait d'être humiliée en public. Mon fils, Ethan, resta immobile, le regard fixé sur le sol, comme si j'étais invisible. « Tu n'es plus la bienvenue ici », continua Juliette, lissant sa robe de mariée immaculée. « Ethan et moi avons besoin de notre intimité pour commencer notre nouvelle vie. Ton appartement serait parfait pour nous pendant que nous cherchons quelque chose de mieux. » Ces paroles étaient du pur venin. Pendant des mois, j'avais enduré ces commentaires condescendants sur mes vêtements usés, ma vieille voiture, ma vie simple. Mais cette fois, elle avait franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être touchée. Je me levais lentement, sentant tous les regards sur moi comme autant de dagues acérées. Des larmes coulaient sur mon visage, mais au fond de moi, quelque chose avait changé à jamais. Cette gifle n'était pas seulement un coup physique, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Pendant des années, j'avais gardé un profil bas, vivant avec humilité et discrétion. Je possédais des secrets que personne, pas même mon propre fils, ne connaissait. Les souvenirs des derniers mois commencèrent à envahir mon esprit tandis que je marchais lentement vers la sortie. Je me souvenais de la première fois où Juliette était venue dans mon appartement, il y a 2 ans. Son visage s'était effondré en voyant ma modeste maison, mes vieux meubles, ma petite cuisine. « Sérieusement, c'est ici que vit la mère d'Ethan ?» m'avait-elle demandé, sa voix juste assez forte pour que j'entende. À partir de ce moment, chaque visite devenait un supplice silencieux. « Aurora, tu devrais déménager dans un endroit plus petit », m'avait-elle dit il y a 3 mois, lors d'un dîner de famille. « À ton âge, tu ne peux pas entretenir un si grand appartement. Et puis, Ethan et moi pensons bientôt avoir des enfants, il nous faudra plus d'espace. » Son sourire faux ne trompa personne, sauf mon fils qui semblait perdre sa personnalité chaque fois qu'elle parlait, agissant comme une marionnette. Les humiliations avaient augmenté progressivement. D'abord, c'étaient les commentaires sur mes vêtements. « Aurora, tu n'as rien de plus moderne à te mettre ?» Ensuite, c'était ma voiture. « Cette voiture est si vieille, c'est dangereux pour toi de conduire ça. » Puis, c'était mon travail à temps partiel dans la petite boutique de fleurs du quartier. Je ne comprends pas qu'une femme de ton âge travaille encore au lieu de se reposer. Chaque phrase était une petite dague empoisonnée, frappant mon estime de moi-même. Je m'appelle Aurora Hughes. J'ai 68 ans et toute ma vie, j'ai été une femme qui préfère la discrétion à l'ostentation. Je travaille 3 jours par semaine dans une petite boutique de fleurs. Je conduis une voiture âgée de 10 ans. J'achète mes vêtements dans des magasins à prix réduit. Aux yeux du monde extérieur, et surtout aux yeux de Juliette, je suis juste une veuve de classe moyenne vivant d'un revenu fixe. Mais c'est exactement l'image que j'ai soigneusement cultivée pendant décennies. Ce que personne, parmi ces gens qui me regardaient avec pitié, ne savait, c'est que ma vie avait été complètement différente avant le décès de mon mari. Mon mari, Robert, n'était pas le simple employé de bureau que tout le monde croyait. Nous avions pris la décision consciente de vivre modestement, de garder notre véritable richesse secrète pour protéger la vie privée de notre famille d'une manière que je comprenais maintenant comme prophétique. Alors que je sortais de la salle de bal, les conversations des invités me suivaient comme un nuage toxique.
« Pauvre chose, elle a l'air si fragile », murmura la tante de Juliette. « La mariée a raison, cette femme ne peut plus s'occuper d'elle-même », ajouta le cousin d'Ethan. « Elle devrait être dans une maison de retraite, pas vivre seule », commenta un autre invité avec une fausse compassion. Chaque mot était comme de l'acide sur une plaie ouverte. La fraîcheur de la climatisation contrastait vivement avec la chaleur suffocante dans ma poitrine. Mes mains tremblaient en fouillant dans mon vieux sac noir pour en sortir mon téléphone, un sac que j'utilisais depuis 5 ans, non pas parce que je ne pouvais pas m'en acheter un nouveau, mais parce que j'avais appris à privilégier la praticité à l'apparence, quelque chose que ma belle-fille ne comprendrait jamais. Je composais un numéro que je connaissais par cœur, un numéro que je n'avais pas utilisé depuis plus d'1 an, espérant naïvement qu'il ne serait jamais nécessaire. « Carlos, c'est Aurora. J'ai besoin que tu viennes immédiatement au Royal Oaks Ballroom. Oui, tout de suite. Apporte les documents dont tu as connaissance. Il est temps qu'ils connaissent la vérité. » Ma voix tremblait, mais elle contenait une fermeté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. « Êtes-vous sûre, Madame Hughes ?» demanda Carlos, d'une voix professionnelle mais préoccupée. « Une fois que nous ferons cela, il n'y aura pas de retour en arrière. » Je jetai un dernier regard à la salle de bal, où je voyais Juliette rire avec ses amis, probablement leur racontant comment elle avait remis sa mère utile à sa place. Ethan était à ses côtés, souriant faiblement, ne montrant aucun remords pour ce qu'il venait de voir. « Absolument sûr, répondis-je. 30 minutes, Carlos, pas une de plus. » Je raccrochais et marchais vers ma voiture avec des pas déterminés. Pour la première fois depuis des années, j'allais retirer le masque que j'avais porté pour protéger ma famille. Pour la première fois, ils allaient rencontrer la véritable Aurora Hughes. Et lorsque cela arriverait, lorsque la réalité frapperait leur monde parfait mais factice, ils comprendraient la véritable signification du mot regret. Le parking était silencieux, éclairé par les lampadaires qui projetaient de longues ombres entre les voitures. Je m'assis dans ma vieille berline et attendis. 30 minutes pour que leur vie change à jamais. 30 minutes pour qu'ils découvrent qu'ils avaient commis la plus grande erreur de leur vie en humiliant la femme qui s'était secrètement occupée d'eux plus qu'ils ne pourraient jamais l'imaginer. Pendant que j'attendais dans ma voiture, les souvenirs de la manière dont j'étais arrivée à ce moment commencèrent à inonder mon esprit comme une avalanche incontrôlable. Tout avait commencé exactement il y a 2 ans et demi, lorsque Ethan était venu dans mon appartement avec ce sourire nerveux que je connaissais si bien depuis son enfance. « Maman, je veux te présenter quelqu'un de très spécial », m'avait-il dit. Et là, il y avait Juliette, avec ses cheveux parfaitement coiffés, ses vêtements de marque et ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dès le premier instant, je sus que quelque chose n'allait pas. La manière dont elle regardait mon appartement, évaluant chaque recoin avec un mépris à peine voilé, me révélait tout ce que j'avais besoin de savoir sur ses intentions. « Comme c'est cosy », murmura-t-elle, en regardant mes meubles d'occasion et mes rideaux décolorés par le soleil. Son ton laissait entendre le contraire. Ethan, complètement aveuglé par ce qu'il croyait être l'amour, ne remarqua pas la condescendance dans sa voix. Ce premier dîner fut un désastre silencieux. Juliette toucha à peine la nourriture que j'avais préparée avec amour, prétendant qu'elle surveillait sa ligne. Quand je lui demandais des nouvelles de sa famille, elle donna des réponses évasives, mais pas avant de m'interroger sur ma situation financière avec une curiosité que je trouvais alarmante. « Et comment fais-tu pour t'en sortir avec une pension de veuve, Aurora ? Cela doit être dur de vivre avec si peu » avait-elle dit, avec une inquiétude feinte. Ce que Juliette ne savait pas, c'est que je l'observais autant qu'elle m'observait. Au cours des mois suivants, je commençais à remarquer des schémas qui m'alertèrent fortement. Chaque visite dans mon appartement était accompagnée de commentaires sur l'ancienneté de tout, sur le fait que je méritais mieux dans mes années dorées. Mais ses yeux s'attardaient toujours sur les détails qui comptaient vraiment. L'emplacement privilégié de l'immeuble, la vue panoramique depuis mon balcon, la taille des pièces. Un jour, alors qu'Ethan était aux toilettes, je l'entendis parler doucement au téléphone dans ma cuisine.
Oui, maman, l'appartement de sa mère est dans un quartier très cher. Si je peux la convaincre de déménager dans un endroit plus petit, nous pourrons rester ici jusqu'à ce que nous ayons notre propre logement. Elle est tellement naïve qu'elle nous remerciera probablement même de l'aider pour la transition. Ces paroles me transpercèrent comme un couteau, mais je gardai mon calme quand elle retourna au salon, feignant l'innocence. À partir de ce moment, chaque interaction avec Juliette devint une performance soigneusement orchestrée pour nous toutes. Elle joua le rôle de la belle-fille concernée, inquiète pour le bien-être de sa belle-mère, tandis que je faisais semblant d'être la vieille femme vulnérable ayant besoin de conseils. Mais à l'intérieur, je collectais des informations, observais ses gestes, comprenais ses véritables motivations. C'était comme une partie d'échecs où nous pensions toutes les deux gagner. Les mois suivants apportèrent une escalade progressive dans ces tentatives de manipulation. D'abord, il y eut les suggestions subtiles. « Aurora, j'ai vu de jolis appartements pour des personnes de ton âge, avec tous les services inclus et aucun souci d'entretien. » Puis vinrent les pressions plus directes. « Tu ne peux pas continuer à vivre seule à ton âge, c'est dangereux. Que se passerait-il si tu tomberais et que personne ne le découvre pendant des jours ?» Chaque argument était conçu pour me faire sentir incompétente et impuissante. Ethan, mon propre fils, commença à répéter les mêmes phrases comme un perroquet entraîné. « Maman, Juliette a raison, peut-être vaudrait-il mieux que tu envisages de déménager dans un endroit plus facile à gérer. » Le voir se transformer progressivement en marionnette de cette femme était plus douloureux que n'importe quelle insulte directe. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice me voyait maintenant comme un obstacle à son bonheur. La campagne psychologique s'intensifia après l'annonce de leur fiançailles. Les visites devinrent plus fréquentes mais aussi plus tendues. Juliette avait commencé à apporter des magazines et des brochures immobilières pour résidences pour personnes âgées. « Je cherche juste des options pour toi, Aurora. Je veux m'assurer que tu aies la meilleure qualité de vie possible, » disait-elle, étalant le matériel sur ma table basse comme s'il s'agissait d'une négociation commerciale. Mais moi, j'avais déjà fait mes propres recherches. Un après-midi, alors qu'ils étaient sortis pour courir des courses liées au mariage, je décidai d'appeler une vieille amie qui travaillait dans l'immobilier. « Amélia, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose pour moi, lui dis-je. Il y a un couple très intéressé par mon appartement et je veux en savoir plus sur leur réelle situation financière. » Ce que je découvris me glaça le sang. Juliette et Ethan étaient profondément endettés. Le mariage qu'ils préparaient coûtait plus de 50 000 $, entièrement financé par des cartes de crédit et des prêts personnels. L'appartement qu'ils louaient était en le point d'être saisi pour non-paiement. Les voitures de luxe qu'ils conduisaient étaient financées avec des mensualités qu'ils ne pouvaient pas assumer. Leur style de vie était une façade construite sous une dette étouffante. Tout commença à prendre sens. La précipitation pour se marier, l'insistance pour que je déménage, les commentaires constants sur ma vulnérabilité économique. Ce n'était pas l'amour qui unissait ce couple. C'était le besoin désespéré de trouver une solution à leurs problèmes financiers. Et mon appartement, situé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville, était leur bouée de sauvetage. La révélation me frappa comme une gifle à l'âme. Mon fils, le garçon que j'avais élevé avec des valeurs d'honnêteté et de travail, avait choisi la voie facile de la manipulation et de la tromperie. Il avait permis à une femme ambitieuse de le convaincre de voir sa propre mère comme une ressource à exploiter plutôt que comme une personne à aimer et à respecter. Dans les semaines précédant le mariage, leurs tentatives devinrent plus agressives. « Aurora, tu ne peux pas continuer à être aussi égoïste », m'avait dit Juliette 3 jours seulement avant la cérémonie. « Ethan et moi avons tant sacrifié pour ce mariage. Le moins que tu puisses faire est de nous aider pour le logement. » Ces mots ne portaient même plus le masque d'une inquiétude feinte. C'était une exigence directe déguisée en faveur familiale. Cette nuit-là, j'avais pris une décision qui allait tout changer. J'appelai Carlos, mon conseiller financier et le seul homme en qui j'avais entièrement confiance depuis la mort de mon mari Robert. « Carlos, j'ai besoin que tu prépares des documents. Il est possible que je doive très bientôt révéler des informations que j'ai gardées secrètes pendant des années. »
Sa voix devint immédiatement sérieuse. « Madame Hughes, êtes-vous sûre que c'est le bon moment ?» me prévenit-il avec la sagesse de quelqu'un qui gérait mes affaires depuis plus d'une décennie. Une fois cette information rendue publique, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Les conséquences pourraient être dévastatrices pour les relations familiales. Mais j'avais déjà pris ma décision. La famille que j'avais tenté de protéger par mon silence avait choisi de me trahir. Et maintenant, assise dans ma voiture sur le parking de la salle de bal, attendant que Carlos arrive avec les documents qui allaient tout changer, je réalisais que le moment de vérité était arrivé. 25 minutes encore, et Juliette, Ethan et tous ces invités qui m'avaient regardé avec pitié découvriraient qui était réellement Aurora Hughes. 25 minutes encore, et leur monde parfait, bâti sur le mensonge et la cupidité, s'effondrerait comme des châteaux de sable. La brise nocturne faisait bruisser les feuilles des arbres autour du parking, créant des ombres dansantes sous les lampadaires. Il était étrangement poétique que par une si belle nuit, tant d'illusions soient sur le point de mourir à jamais. 20 minutes s'étaient écoulées depuis mon appel à Carlos, et chaque seconde semblait une éternité. Depuis ma voiture, je pouvais voir les lumières dorées de la salle de bal, entendre la musique joyeuse et les rires qui s'échappaient par les fenêtres ouvertes. C'était surréaliste de penser qu'en quelques minutes seulement, cette célébration se transformerait en cauchemar pour les principaux protagonistes. Je fermais les yeux et laissais les souvenirs les plus douloureux des derniers mois envahir mon esprit. Je devais me rappeler exactement pourquoi j'en étais arrivée à ce point de non-retour. La plus grande humiliation avait eu lieu seulement 2 semaines avant le mariage, lors de ce que Juliette avait appelé une réunion familiale importante. Elle est arrivée à mon appartement accompagnée non seulement d'Ethan, mais aussi de ses parents, une embuscade parfaitement planifiée. « Aurora, nous voulons te parler de ton avenir », avait commencé la mère de Juliette, une femme hautaine qui me regardait comme un insecte gênant. « Nous pensons qu'il est temps pour toi de prendre des décisions responsables pour ta vie », avait continué le père de Juliette, un homme corpulent qui avait évalué mon appartement comme un expert immobilier. À ton âge, vivre seul dans un si grand appartement n'est pas seulement inutile, mais dangereux. Que se passerait-il si tu avais une urgence médicale et que personne ne le découvre pendant des jours? Leurs paroles étaient répétées, trop parfaites pour être spontanées. Ethan était resté silencieux tout au long de la conversation, hochant la tête de temps en temps comme une marionnette bien entraînée. Le voir assis là, à côté d'une famille qui me traitait comme un obstacle, c'était comme regarder le fils que j'avais élevé mourir sous mes yeux. « Maman », finit-il par dire, d'une voix que je ne reconnaissais plus, « ils ont raison. Juliette et moi avons parlé et nous pensons qu'il serait mieux pour tout le monde que tu déménages dans un endroit plus adapté à ton âge. » « Adapté à mon âge », répétai-je, sentant la colère bouillir en moi. « Et qui décide de ce qui est approprié pour moi? Toi ?» La mère de Juliette échangea un regard complice avec son mari, comme si mes mots confirmaient ce qu'ils avaient déjà discuté. « Aurora, nous comprenons que cela puisse être difficile à accepter, mais tu dois penser à ce qui est le mieux pour Ethan et Juliette. » « Le mieux pour eux ?» murmurai-je, commençant à comprendre la véritable ampleur de la conspiration tissée derrière mon dos. « Et je suppose que mon appartement serait parfait pour qu'ils commencent leur vie de mariés, n'est-ce pas ?» Le silence embarrassant qui suivit ma question fut toute la réponse dont j'avais besoin. Ils avaient planifié chaque détail de cette conversation, chaque argument, chaque pression psychologique. Juliette prit le contrôle à ce moment-là, déployant tout son arsenal de manipulation émotionnelle. « Aurora, il ne s'agit pas seulement de l'appartement, il s'agit de ton bien-être. Nous avons fait des recherches et avons trouvé une résidence merveilleuse pour des personnes de ton âge. Elle dispose de services médicaux 24 heures sur 24, d'activités sociales, de repas préparés. Tu pourrais te faire des amis qui comprennent ce que tu traverses. » Son sourire faux me donnait la nausée. « Ce que je traverse ?» demandai-je, feignant la confusion. « Et qu'est-ce que tu crois que je traverse exactement, Juliette ?» Elle regarda Ethan pour chercher son soutien avant de répondre.
Eh bien, la solitude, l'insécurité financière, la peur de ne pas pouvoir subvenir à tes besoins. C'est normal à ton âge, Aurora. Tu n'as pas à avoir honte de demander de l'aide. L'audace de cette femme de 28 ans me disant ce qui était normal à mon âge me laissa sans voix. Mais ensuite, je vis quelque chose dans ses yeux qui me glaça. La certitude absolue qu'elle avait un droit sur ma vie, mon appartement, mes décisions. Pour elle, je n'étais plus une personne autonome, mais un obstacle à éliminer avec le moins de résistance. Nous avons fait les calculs, continua le père de Juliette en sortant un dossier manifestement préparé à l'avance. Le coût de la résidence serait d'environ 2500 $ par mois. Avec la vente de ton appartement, tu aurais assez d'argent pour le payer pendant de nombreuses années. Et il en resterait encore pour, aider Ethan et Juliette à couvrir leurs frais initiaux de mariage. Voilà la vérité nue et crue. Il ne s'agissait pas de mon bien-être ou de ma sécurité. Il s'agissait d'argent. Il s'agissait de transformer ma maison en liquidité pour financer leur style de vie insoutenable. « Et si je refuse ?» demandai-je, bien que je connaissais déjà la réponse. « Aurora, dit Ethan d'une voix préparée, nous espérons qu'il ne sera pas nécessaire de prendre des mesures plus drastiques, mais si ta santé mentale se détériorait au point que tu ne puisses pas prendre de décision rationnelle, la menace implicite était limpide. Si je ne coopérais pas volontairement, ils chercheraient des moyens légaux pour me déclarer incapable. » Ils avaient fait leurs recherches, ils avaient planifié, ils avaient préparé le terrain pour prendre tout ce que je possédais, par la force si nécessaire. Le fils que j'avais élevé avec tant d'amour était assis là, permettant à des étrangers de menacer sa propre mère. Cette nuit-là, après leur départ et mon refus ferme, je pleurais pour la première fois depuis des années. Non pas par tristesse, mais pour la mort définitive des illusions que j'avais eues sur ma famille. J'avais immédiatement appelé Carlos. « J'ai besoin que tu enquêtes d'urgence sur quelque chose », lui avais-je dit entre mes larmes. « Je veux connaître exactement la vraie situation financière de mon fils et de sa fiancée. » Les résultats de cette enquête furent dévastateurs. Ethan gagnait 45 000 $ par an comme responsable des ventes, mais avait plus de 80 000 $ de dettes sur ses cartes de crédit. Juliette travaillait à temps partiel comme consultante en images, gagnant peut-être 4 000 $ par an, mais dépensait comme si elle avait un salaire d'exécutive. Ensemble, ils devaient plus de 120 000 $, sans compter les prêts qu'ils avaient contractés pour le mariage. L'appartement qu'ils louaient pour 2 000 $ par mois avait 3 mois de retard de paiement. Les voitures qu'ils conduisaient étaient financées avec des mensualités qui représentaient 60% de leurs revenus combinés. Leur principale carte de crédit était au maximum et ils avaient commencé à utiliser des avances de fonds pour payer d'autres dettes. Ils étaient en chute libre financière et mon appartement représentait leur seul espoir de salut. Mais il y avait autre chose dans le rapport de Carlos qui m'avait complètement brisée. Depuis 6 mois, Ethan appelait régulièrement des banques et des compagnies d'assurance, demandant des prêts garantis sur la propriété de sa mère âgée. Il s'informait sur les procédures légales pour obtenir une procuration financière sur des personnes âgées. Mon propre fils préparait ma dépossession systématique depuis des mois. L'information la plus douloureuse se trouvait à la fin du rapport. Selon un détective privé engagé par Carlos, Juliette disait à ses amis qu'elle s'était sacrifiée en se fiançant à un homme plus âgé et moins attirant parce que sa mère possédait des biens précieux et qu'il n'y avait pas d'héritier concurrent. Pour elle, épouser Ethan n'était pas de l'amour, c'était un investissement stratégique dans mon patrimoine. Cette révélation fut la goutte de trop. Pendant des semaines, j'avais envisagé de leur révéler ma véritable situation financière, pensant que le choc les ferait peut-être revenir sur leur comportement. Mais après avoir lu ce rapport, je compris que tout n'était pas une question d'argent ou de désespoir. Il s'agissait d'une cupidité pure et calculée qui avait corrompu mon fils jusqu'à le rendre méconnaissable. Les jours précédant le mariage avaient été un supplice. Chaque appel d'Ethan constituait une nouvelle pression pour que je reconsidère ma position.
Chaque visite de Juliette était accompagnée de commentaires empoisonnés sur mon entêtement et mon égoïsme. Ils avaient commencé à me traiter comme si j'étais déjà une vieille femme sénile dont les opinions n'avaient plus d'importance. La veille du mariage, Ethan fit sa dernière tentative. « Maman, demain est le jour le plus important de ma vie. S'il te plaît, ne gâche pas tout en étant difficile. Juliette veut juste ce qu'il y a de mieux pour nous tous. » Ces mots furent la confirmation finale que j'avais perdu mon fils pour toujours. L'homme qui allait se marier le lendemain n'était plus le garçon que j'avais élevé avec tant d'amour et de sacrifice. Et maintenant, assise dans ma voiture en attendant Carlos, je réalisais que tout avait mené à ce moment inévitable. Il ne s'agissait pas de vengeance ni de cruauté, il s'agissait de justice. Il s'agissait de leur montrer les conséquences de leurs actes. Il s'agissait de leur apprendre que certaines lignes ne devaient jamais être franchies. Encore 15 minutes et tout changerait pour toujours. Mes mains tremblaient en composant le numéro de Joseph, mon voisin de l'appartement d'à côté, un homme de 70 ans qui avait été témoin silencieux de toutes les visites tendues des derniers mois. « Joseph, c'est Aurora. J'ai besoin de te demander un service très important, » dis-je d'une voix tremblante. « Pourrais-tu aller dans mon appartement et me rapporter le dossier marron du second tiroir de mon bureau? Oui, tout de suite, c'est urgent. » Joseph avait été comme un frère pour moi depuis le décès de Robert, et je savais que je pouvais lui faire confiance sans qu'il pose de questions. En attendant, je me rappelais la conversation que j'avais eue avec lui une semaine plus tôt. Il avait été témoin depuis son balcon lorsque Juliette était arrivée avec un expert immobilier sans me prévenir. « Aurora, cette fille a amené un homme avec une mallette qui mesurait ton appartement depuis l'extérieur », m'avait-il dit avec une inquiétude évidente dans la voix. Quand ils m'ont vu, ils sont partis rapidement. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Joseph avait été le premier à remarquer les changements subtils dans le comportement d'Ethan au cours des derniers mois. « Ton fils ne me salue plus comme avant », avait-il observé. « Avant, il restait pour discuter avec moi quand il venait me voir. Maintenant, il entre et sort en courant, comme s'il avait honte de quelque chose. » Ces mots confirmaient ce que mon cœur savait déjà. J'avais perdu mon fils bien avant la gifle de cette nuit-là. Le dossier que j'avais demandé à Joseph contenait des documents que personne dans ma famille n'avait jamais vus. Certificats bancaires, titres de propriété, relevés d'investissement que Robert et moi avions gardés secrets pendant décennies. Des documents prouvant que la pauvre veuve vivante d'une pension modeste était en réalité une femme disposant de ressources suffisantes pour changer des vies d'une seule décision. 10 minutes plus tard, Joseph apparut dans le parking avec le dossier à la main. « Aurora, que se passe-t-il? Tu as l'air très contrariée » demanda-t-il en me tendant les documents. « Cela concerne le mariage d'Ethan » expliquai-je brièvement ce qui s'était passé dans la salle de bal, et je vis son visage se durcir à chaque détail. « Cette femme est une vipère » murmura-t-il. « Je l'ai toujours su. »« Joseph, dans quelques minutes, un homme nommé Carlos va arriver. » « Quand tu le verras, dis-lui que je l'attends ici, » lui demandai-je. « Et Joseph, après ce soir, beaucoup de choses vont changer. Je veux que tu saches que tu as toujours été comme de la famille pour moi. » Ses yeux se remplirent de larmes tandis que hochait la tête. « Tu es de la famille pour moi aussi, Aurora. Fais ce que tu dois faire. » Tandis que Joseph retournait dans l'immeuble, j'ouvris le dossier et commençai à examiner des documents que je n'avais pas consultés depuis des mois. Le premier était un relevé bancaire montrant un solde de 5 400 000 $ sur un compte d'investissement. Le deuxième était le titre de propriété d'un immeuble de bureau en centre-ville générant un loyer mensuel de 50 000 $. Le troisième était l'acte d'une maison de plage que j'avais achetée comme investissement il y a 10 ans. Robert avait été un génie des investissements, commençant avec une petite entreprise d'importation et la transformant en un empire silencieux. Ensemble, nous avions décidé de vivre modestement pour protéger notre privilège et la sécurité de notre famille. « La richesse visible attire les problèmes », disait Robert. « La richesse invisible donne le pouvoir. » Je n'avais jamais imaginé devoir utiliser ce pouvoir contre mon propre fils. Chaque document de ce dossier représentait d'années de travail ardu et de décisions intelligentes. La boutique de fleurs où je travaillais 3 jours par semaine n'était pas parce que j'avais besoin d'argent, mais parce que j'aimais rester active et en contact avec la communauté.
La vieille voiture que je conduisais n'était pas due à des limitations économiques, mais parce que j'avais appris que l'ostentation inutile ne cause que des problèmes. Mon appartement, celui que Juliette convoitait tant, était en réalité la propriété la moins précieuse de mon portefeuille. Je l'avais acheté non pour sa valeur économique, mais pour les souvenirs qu'il contenait. C'était là que Robert et moi avions passé nos dernières années ensemble, où nous avions planifié notre futur, où il est décédé dans mes bras après un courageux combat contre le cancer. Mais il y avait autre chose dans ce dossier qui allait tout changer pour Ethan et Juliette. Depuis 3 ans, depuis que mon fils avait commencé à avoir des problèmes financiers, j'avais secrètement payé une grande partie de ses dettes. Les paiements de cartes de crédit qu'il pensait provenir de primes de travail venaient en réalité de mon compte. La remise spéciale sur son loyer qu'il avait négocié avec son propriétaire était de l'argent que je transférais chaque mois. Sans qu'Ethan le sache, je subventionnais son style de vie irresponsable depuis des années. L'appartement luxueux où il vivait, la voiture qu'il conduisait, même une partie des dépenses du mariage qui se déroulait à cet instant étaient rendues possibles par mon soutien financier secret. Je pensais aider mon fils à traverser une période difficile, sans réaliser que je finançais sa transformation en une personne que je ne reconnaissais plus. Les relevés bancaires montraient des transferts mensuels totalisant 4 500 $ qui avaient maintenu à flot le navire en train de couler de la vie financière d'Ethan. L'argent qu'il croyait provenir de primes ou de remboursements d'impôts venait en réalité de sa mère, essayant désespérément de le protéger des conséquences de ses décisions irresponsables. L'ironie était dévastatrice. Tandis que Juliette m'humiliait pour être un fardeau économique sur leur futur mariage, j'étais littéralement la seule raison pour laquelle ils pouvaient se marier. Tandis qu'ils planifiaient de me déposséder de mon appartement pour résoudre leurs problèmes financiers, j'avais résolu ces problèmes en secret depuis des années. Je refermais le dossier et regardais une dernière fois vers la salle de bal. Les lumières brillaient toujours. La musique continuait de jouer. Les invités continuaient de célébrer. Mais dans moins de 5 minutes, Carlos arriverait avec les documents finaux dont j'avais besoin. Dans moins de 5 minutes, le processus de coupure de tous les fils financiers que j'avais utilisés pour protéger un fils qui avait choisi de me trahir allait commencer. Ce n'est pas de la vengeance, me rappelai-je, c'est de la justice. Il s'agit de leur montrer que les actes ont des conséquences, que la cupidité a un prix, que la famille n'est pas quelque chose que l'on peut vendre pour un confort économique. J'avais trop longtemps protégé Ethan de la réalité, et cette protection l'avait corrompu jusqu'à le rendre méconnaissable. Les phares d'une voiture approchèrent du parking, illuminant la nuit d'une lumière blanche qui m'aveugla un instant. C'était Carlos, ponctuel comme toujours, arrivant avec les documents qui allaient tout changer pour toujours. Je sortis de ma voiture et marchai vers lui, sentant que chaque pas m'éloignait de l'Aurora que j'avais été et me rapprochait de la femme que je devais devenir. « Madame Hughes, dit Carlos en sortant de sa voiture, un dossier légal sous le bras, êtes-vous complètement sûre de cela? Une fois que nous entrerons, il n'y aura aucun moyen d'annuler ce qui va se passer. » Je regardais une dernière fois vers la salle de bal, où mon fils et sa nouvelle épouse célébraient probablement encore leur victoire sur la vieille femme inutile qu'ils venaient d'humilier. Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose dans ma vie, Carlos. Il est temps qu'il rencontre la véritable Aurora Hughes. Carlos ouvrit son dossier sous la lumière du parking et commença à me montrer les documents qu'il avait préparés avec son efficacité habituelle. « Madame Hughes, voici l'ordre de suspension immédiate de tous les virements bancaires que vous effectuiez au nom d'Ethan Hughes, dit-il en montrant le premier papier. Voici également l'avis d'annulation du contrat de location que vous aviez garanti en toute confidentialité. Le propriétaire recevra ce document demain matin. » Je pris les papiers avec des mains tremblantes mais déterminées. Chaque document représentait un fil que j'avais soigneusement tissé pendant des années pour protéger mon fils et maintenant je coupais ces fils un par un. « Et le paiement de la salle de bal ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. « Annulé »,
confirma Carlos. L'acompte que vous aviez garanti sera retiré ce soir. Ils auront jusqu'à demain pour trouver une autre forme de paiement. L'ampleur de ce que j'étais sur le point de faire me frappa comme une vague glaciale. Pendant 3 ans, j'avais été le filet de sécurité invisible qui avait maintenu la vie d'Ethan et Juliette à flot. L'appartement où ils vivaient, la voiture qu'ils conduisaient, même le mariage en cours, avaient tous été rendus possibles par mon soutien financier secret. Et maintenant, en une seule nuit, j'allais retirer tout ce soutien définitivement. Carlos, je veux que tu comprennes quelque chose, lui dis-je, en signant chaque document avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'est pas de la cruauté ni de la vengeance, c'est le seul moyen pour eux d'apprendre la véritable valeur des choses. Pendant trop longtemps, je les avais protégés des conséquences de leurs actes, et cette protection les avait corrompus en des personnes que je ne reconnaissais plus. Je comprends parfaitement, Madame Hughes, répondit Carlos avec un respect sincère dans la voix. En 30 ans de carrière, j'ai vu de nombreuses familles détruites par la cupidité et l'ingratitude. Ce que vous faites demande plus de courage que la plupart des gens n'en possèdent. Ces mots me donnèrent la force finale pour franchir la dernière étape. Nous marchâmes ensemble vers l'entrée de la salle de bal et à chaque pas, je sentais mon cœur battre plus vite. Ce n'était pas de la nervosité, c'était un mélange étrange de tristesse pour ce que j'avais perdu et d'anticipation pour ce que j'étais sur le point de retrouver. Ma dignité, mon respect de moi-même, mon droit d'être traité comme un être humain au lieu d'une ressource à exploiter. La musique s'arrêta brusquement lorsque nous entrâmes dans la salle de bal. 130 paires d'œils se tournèrent vers nous, et je vis la confusion sur le visage des invités. Certains reconnurent immédiatement Carlos. Après tout, il gérait des affaires financières de plusieurs familles influentes de la ville depuis des décennies. Sa présence à un événement social signifiait généralement qu'un événement important allait se produire. Juliette fut la première à réagir. « Que faites-vous ici, Aurora » hurla-t-elle depuis le centre de la piste de danse, où elle posait pour des photos avec Ethan. « Tu es déjà partie une fois, ce n'était pas suffisant de drame pour une seule nuit. » Sa voix portait cette arrogance que je connaissais si bien, mais je détectais une note de nervosité qui n'était pas présente avant elle. « Mesdames et messieurs, dit Carlos d'une voix claire et professionnelle, je vous prie de m'excuser d'interrompre cette célébration, mais j'ai des affaires légales urgentes à discuter avec Monsieur Ethan Hughes et Madame Juliette Dawson. » Le silence qui suivit était si profond qu'on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Certains invités commencèrent à sortir leur téléphone, pressentant qu'ils allaient assister à quelque chose d'extraordinaire. Ethan s'avança lentement, le visage pâle et les yeux remplis de confusion. « Que se passe-t-il ici, maman ?» demanda-t-il, d'une voix qui n'avait plus la confiance qu'il avait lorsqu'il m'avait humilié quelques minutes auparavant. « Qui est cet homme et pourquoi parle-t-il de questions légales ?» Je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'il ajustait sa cravate, un geste nerveux qu'il avait depuis l'enfance. « Ethan, dis-je, d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois, « voici Carlos Jones, mon conseiller financier et juridique. Il est venu te remettre des documents que je pense que tu trouveras très éclairants. » Carlos ouvrit son dossier et sortit le premier document. Toute la couleur quitta le visage d'Ethan. « Garantie financière » murmura-t-il, me regardant avec des yeux qui commençaient à comprendre l'ampleur et l'horreur de la situation. « Vous ne saviez pas ?» dis-je, ma voix s'élevant pour la première fois de la soirée. « Vous ne saviez pas que vous aviez organisé une embuscade familiale pour me forcer à vendre ma maison ? Vous ne saviez pas que vous aviez amené un évaluateur immobilier à mon insu ? Vous ne saviez pas que vous aviez cherché des moyens juridiques de me faire passer pour incompétente si je refusais de coopérer ? » À chaque question, la posture d'Ethan se ratitanait un peu plus. Carlos profita du silence pour sortir un autre document. « Monsieur Hughes, dit-il d'un ton neutre, je dois également vous informer que votre mère a décidé de modifier son testament. Tous les biens qui vous étaient destinés ont été réattribués à des associations caritatives qui protègent les personnes âgées contre les abus familiaux.
L'impact de cette déclaration fut comme une explosion silencieuse. Juliette chancela, comme si elle venait d'être frappée. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurla-t-elle, son masque de contrôle s'effondrant complètement. « Nous sommes votre famille, Ethan est votre seul fils, vous ne pouvez pas le déshériter à cause d'une stupide dispute. » « Une stupide dispute ?» répétai-je, laissant mes mots flotter dans l'air chargé de tension. « C'est ainsi que tu qualifies une conspiration familiale pour dépouiller une vieille femme de son foyer. C'est ainsi que tu justifies avoir giflé la mère de ton mari le jour même de ton mariage. » Ma voix était glaciale et je vis plusieurs invités frissonner. Le père de Juliette, resté silencieux jusque-là, s'approcha enfin, le visage tendu par une panique mal dissimulée. « Madame Hughes, je crois que nous sommes tous un peu emportés par les émotions du moment. Peut-être pourrions-nous discuter de tout cela en privé, quand les choses se seront calmées. » Son ton était celui d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait parié sur le mauvais cheval. « Il n'y a rien à discuter en privé, » répondis-je fermement. « Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit ici, devant les mêmes personnes qui ont été témoins de mon humiliation. Vous avez choisi de rendre cette affaire publique, alors ma réponse le sera également. » Les têtes des invités passaient de l'un à l'autre, captivés comme devant un match de tennis. Carlos referma son dossier d'un claquement sec. « Madame Hughes, annonça-t-il, tous les documents ont été remis et expliqués. » Il se tourna vers Ethan et Juliette avec un professionnalisme froid, mais non sans une certaine satisfaction. « Je vous suggère de contacter au plus vite vos propres conseillers juridiques et financiers. » Juliette s'effondra littéralement sur une chaise, sanglotant sans contrôle. « Tout est perdu, » murmurait-elle entre deux larmes. « Tout ce que nous avions prévu, tout ce pourquoi nous avons travaillé, tout est détruit. » Sa robe de mariée, autrefois immaculée, était maintenant froissée et tachée de larmes. « Non, dis-je, m'approchant d'elle pour la première fois depuis la gifle. Ce qui est détruit, ce sont les mensonges, la cupidité et le manque de respect. » Je la força à me regarder. Voilà ce qui arrive quand on confond la gentillesse avec la faiblesse. C'était une malveillance qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. « Mais ce n'est pas tout, » ajouta Amélia, la voix tremblante. « J'ai découvert que Juliette répandait des rumeurs dans le quartier au sujet de ton comportement erratique. Elle avait rendu visite à plusieurs de tes voisins, leur suggérant de signaler tout comportement inquiétant qu'ils pourraient observer chez toi. La nature systématique de sa campagne de diffamation me laissait sans souffle. Carlos, qui était revenu pour notre réunion prévue, entra à ce moment-là dans l'appartement et trouva l'atmosphère chargée de tension. « Madame Hughes, je vois que vous avez déjà découvert certaines des manœuvres récentes. » Son expression était plus sérieuse que je ne l'avais jamais vue. « J'ai d'autres nouvelles qui confirment ce que vos amis ont découvert. » Ethan a déposé une requête préliminaire hier, dit Carlos, en sortant des documents de son propre dossier. Il demande à un tribunal d'évaluer votre compétence mentale sur la base de ce qu'il appelle un comportement irrationnel et des décisions financières erratiques. Il a fourni des déclarations sous serment de plusieurs témoins présents au mariage. « Des déclarations sous serment ?» demandai-je, sentant la colère remplacer peu à peu le choc. Carlos consulta ses papiers avant de répondre. « Des déclarations décrivant votre explosion émotionnelle injustifiée contre un jeune couple innocent. Des déclarations qualifiant vos décisions financières de vengeresses et destructrices. Des déclarations suggérant que vous avez perdu la capacité de prendre des décisions rationnelles. » Lucie me serra la main plus fort. « Tante Aurora, dit-elle, ils ont convaincu plusieurs invités du mariage de signer des déclarations. La plupart d'entre eux ne comprennent pas vraiment ce qui se passait cette nuit-là. Ils ont juste vu une vieille femme attaquer des jeunes mariés. » Sa voix contenait toute la frustration de quelqu'un qui a vu la vérité mais se sentait impuissant à la faire prévaloir. « Mais nous avons aussi de bonnes nouvelles, » intervint Joseph avec un sourire qui contrastait fortement avec la gravité de la situation.
Il s'avère que plus de monde sont de votre côté que ce qu'ils imaginent. Il sortit son téléphone et me montra un écran qui me laissa stupéfaite. « Joseph, qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, en regardant ce qui semblait être une vidéo sur les réseaux sociaux avec des milliers de vues. Aurora, tu te souviens que plusieurs invités enregistraient cette nuit-là? Eh bien, certaines de ces vidéos sont devenues virales. Les gens ne voient pas une vieille femme sénile attaquer un couple innocent. Ils voient une femme digne, révélant la vérité sur années d'abus et de manipulation. Amélia se pencha pour regarder le téléphone elle aussi. Aurora, les commentaires sur ces vidéos sont massivement en votre faveur. Les gens louent votre courage, votre dignité sous pression, votre décision de poser des limites. Certains partagent leurs propres histoires d'abus familiaux. Vous êtes devenu un symbole de résistance contre l'exploitation des personnes âgées. Carlos hocha la tête en signe d'approbation. Cette réaction publique sera précieuse si l'affaire va au tribunal. Il est difficile de prétendre que quelqu'un est mentalement incompétent lorsque des milliers de personnes applaudissent la logique et la justice de ses actions. Son sourire professionnel était revenu, suggérant que, peut-être, la bataille juridique ne serait pas aussi déséquilibrée que je l'avais initialement redoutée. « Mais il y a autre chose que vous devez savoir, dis-je, prenant une décision que j'avais mûrie depuis 3 jours. Si Ethan et Juliette veulent jouer à ce jeu, s'ils veulent transformer cela en bataille juridique publique, alors ils vont découvrir exactement à qui ils ont affaire. » Je me levai et me dirigeai vers mon bureau où j'avais préparé mon propre dossier de documents. Depuis 3 jours, j'étais en contact avec plusieurs avocats spécialisés dans les abus envers les personnes âgées. J'avais tout documenté, les visites intimidantes, les menaces implicites, la conspiration pour me dépouiller de mes biens, même la gifle que Juliette m'avait donnée. J'en sortis des photographies de ma joue enflée, prises immédiatement après le mariage, preuve médicale de l'agression physique. S'ils veulent la guerre, continue-je, avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis décennies, ils auront la guerre. Mais ce sera une guerre menée selon mes conditions, avec mes ressources, avec la vérité de mon côté. De plus, ajoutai-je, avec un sourire qui me surprit moi-même, j'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Je vais raconter mon histoire complète publiquement. Je vais montrer au monde exactement ce qui se passe lorsque la cupidité se déguise en amour familial. Maman, de quoi parle-t-il? Mais je vis à son expression qu'une partie de lui savait déjà. Pendant des années, il avait soupçonné que sa chance financière n'était pas entièrement naturelle, mais il avait choisi de ne pas poser de questions car les réponses auraient pu être inconfortables. De plus, continua Carlos sans relâche, les virements mensuels de 4 500 $ que votre mère effectuait sur vos comptes personnels ont été définitivement suspendus. Cela inclut les paiements de cartes de crédit, l'assurance automobile et diverses autres dépenses que vous croyez être couvertes par d'autres sources. Juliette laissa échapper un cri qui résonna dans toute la salle de bal. « C'est impossible !» s'exclama-t-elle, courant vers nous, sa robe de mariée traînant sur le sol. « Ethan n'a pas de mère riche. Regardez comment elle vit. Regardez ses vêtements, sa voiture. C'est une vieille femme qui vit d'une pension misérable. » Son hystérie était évidente et plusieurs invités commencèrent à murmurer entre eux, fascinés et choqués. Enfin, Carlos dit en sortant le dernier document de son dossier. Le paiement garanti pour cette célébration a également été annulé. La direction de la salle de bal aura le droit d'exiger le paiement complet avant que les invités ne puissent partir ce soir. Ces mots tombèrent sur la salle de bal comme une bombe, et je vis certains invités commencer nerveusement à se diriger vers les sorties. La réalisation frappa Ethan comme un marteau. « Toi » murmura-t-il, me regardant avec des yeux incapables de comprendre pleinement ce qu'il entendait. « Tu as payé tout ça pendant tout ce temps !» Sa voix se brisa sur le dernier mot, et pendant un instant, je revis le petit garçon qu'il avait été, vulnérable et confus. Pendant 3 ans, Ethan, confirmai-je d'une voix étrangement calme après la tempête émotionnelle que je venais de traverser. 3 ans, pendant lesquels je pensais t'aider à traverser une période difficile. 3 ans, pendant lesquels je croyais que tu te relèverais et deviendrais l'homme que j'avais élevé.
3 ans pendant lesquels j'espérais que tu te souviendrais des valeurs que je t'avais enseignées. » Juliette commença à tourner en rond, se tenant la tête avec un désespoir croissant. « Cela ne peut pas arriver, ce n'est pas réel !» cria-t-elle, tandis que les invités la regardaient avec un mélange d'horreur et de fascination morbide. « Tu es une vieille femme pauvre, tu travailles dans une boutique de fleurs, tu conduis une voiture vieille de 10 ans, tu ne peux pas avoir d'argent. » « Les apparences sont trompeuses, Juliette, dis-je enfin, sentant des décennies de performances soigneusement orchestrées toucher à leur fin. Pendant des années, j'avais choisi de vivre simplement parce que Robert et moi pensions que la richesse visible attire les problèmes. Il s'avéra que nous avions raison, sauf que les problèmes venaient de là où nous nous y attendions le moins. La musique s'était complètement arrêtée et le seul son dans la salle de bal était la respiration agitée des jeunes mariés et les murmures croissants des invités qui commençaient à comprendre qu'ils assistaient à quelque chose de totalement inattendu. Certains enregistraient déjà avec leur téléphone, sachant instinctivement que cette histoire deviendrait une légende urbaine. « Maman, dit Ethan, la voix brisée, il doit bien y avoir un moyen de réparer ça, le mariage, les invités, tout. » Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il commençait enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Pas seulement de l'argent ou un soutien financier. Il avait perdu sa mère, la femme qu'il avait aimée inconditionnellement pendant 35 ans. « Le seul moyen de réparer ça, Ethan, répondis-je, est de ne pas l'avoir brisé en premier lieu. » Le silence dans la salle de bal devint assourdissant. 130 paires d'yeux restèrent fixés sur moi, suspendus à leur souffle, tentant à assimiler ce qu'elles venaient d'entendre. Juliette demeurait immobile pour la première fois de la soirée, ses yeux passant de Carlos au document, puis à mon visage, comme si elle cherchait une fissure dans la réalité qui s'effondrait autour d'elle. Ethan me fixait avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de choc, de compréhension tardive et d'horreur absolue. « Madame Hughes, dit Carlos, d'une voix assez forte pour que tout le monde l'entende, souhaitez-vous que je poursuive avec la lecture complète des détails financiers ?» Sa question resta suspendue dans l'air, telle une épée au-dessus de la tête des jeunes mariés. Je vis plusieurs invités se rapprocher, fascinés par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. « Je vous en prie, Carlos, répondis-je, avec une sérénité dont je ne m'aurais jamais cru capable. Je pense que tout le monde mérite de connaître la vérité entière. » Juliette tenta d'interrompre par un cri désespéré, mais Carlos leva la main et continua avec la précision d'un chirurgien accomplissant une opération délicate. « Au cours des 36 derniers mois, commença-t-il en consultant ses documents, Madame Aurora Hughes a transféré un total de 162 000 $ pour couvrir les dépenses de vie de son fils, Ethan Hughes, et de sa fiancée. Cela comprend 48 000 $ pour le loyer, 44 000 pour le paiement de cartes de crédit, 18 000 pour l'assurance des véhicules et 22 000 pour diverses autres dépenses. » Un murmure collectif parcourut la salle. Certains invités échangèrent des regards stupéfaits. D'autres sortirent leur téléphone pour vérifier les chiffres sur leur calculatrice. La mère de Juliette, restée assise à la table d'honneur tout au long de la confrontation, se leva lentement, le visage complètement blême. De plus, poursuivit Carlos sans relâche, Madame Hughes a personnellement garanti le coût total de cette célébration, y compris la salle de bal, le repas, la musique, les fleurs et la photographie, pour un montant de 53 000 $, somme qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, n'est plus disponible pour couvrir ses dépenses. Juliette retrouva enfin sa voix, mais ce qui en sortit ressemblait davantage à un gémissement qu'à des mots cohérents. « C'est impossible, c'est un mensonge. Personne ne peut avoir autant d'argent et vivre comme une pauvre femme. » Elle se tourna vers les invités, cherchant du soutien, mais ne rencontra que des visages fascinés, certains même amusés par son désespoir. « Ma chère Juliette, dis-je avec un calme qui contrastait radicalement avec son hystérie, tu viens d'apprendre une leçon très précieuse sur le danger de juger les gens selon les apparences. Pendant des années, j'ai choisi de vivre simplement parce que mon mari, Robert et moi valorisions la discrétion bien plus que l'ostentation. Il s'avéra que c'était une décision très sage. Ethan réagit enfin. Il s'avança vers moi d'un pas hésitant. « Maman, s'il te plaît, il doit bien y avoir une explication, une manière de résoudre tout ça. Tu ne peux pas détruire ma vie comme ça. »
Sa voix se brisa sur le dernier mot, et un instant, je ressentis une douleur maternelle presque insupportable. « Détruire ta vie ?» répétai-je, sentant la colère remonter en moi. « C'est moi qui détruis ta vie ? N'était-ce pas ta femme qui m'a giflé devant 130 personnes? N'étais-tu pas là, silencieux, pendant que j'étais humiliée? N'était-ce pas vous deux qui aviez prévu de me déposséder de ma maison ?» La vérité de mes paroles résonna dans la salle comme des cloches d'église. Plusieurs invités acquiescèrent, se souvenant clairement de la scène à l'origine de ce drame. Certains avaient même des vidéos sur leur téléphone, preuve digitale de la cruauté qui avait déclenché cette révélation. « Mais c'était différent », murmura Tétane, sans conviction. « Nous ne savions pas, nous ne comprenions pas, nous pensions que tu avais vraiment besoin d'aide. » Ces excuses sonnaient pathétiques, même à ses propres oreilles, et je vis plusieurs invités échanger des regards de mépris. La pièce se remplit d'une nouvelle énergie, celle de personnes sachant que la justice était de leur côté et qu'elles avaient les ressources pour la faire prévaloir. 6 mois après cette nuit qui avait divisé ma vie en un avant et un après, je me retrouvais assise dans le studio de télévision le plus important de la ville, attendant le début de l'interview qui raconterait mon histoire complète à tout le pays. Le programme, Histoire d'une vie, avait contacté Carlos après que les vidéos du mariage eurent accumulé plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Mon histoire était devenue un symbole national de résistance contre les abus familiaux envers les personnes âgées. La journaliste, Catherine Diaz, une femme respectée pour son intégrité professionnelle, relisait ses notes tandis que les techniciens effectuaient les derniers réglages de lumière. « Madame Hughes, me dit-elle avec un sourire chaleureux, je veux que vous sachiez que vous avez inspiré des milliers de personnes par votre courage. Nous avons reçu des centaines de lettres de téléspectateurs ayant vécu des situations similaires. Au cours de ces 6 mois, beaucoup de choses avaient changé. L'affaire juridique qu'Ethan et Juliette avaient tenté de monter contre moi s'effondra de manière spectaculaire, lorsque Carlos présenta les preuves de leur conspiration visant à me déclarer incompétente. Non seulement ils perdirent l'affaire, mais ils furent condamnés pour frivolité juridique et sommés de payer mes frais d'avocat qui s'élevaient à 45 000 $. La faillite qui suivit fut rapide et dévastatrice. Ethan avait perdu son emploi lorsque son employeur découvrit le scandale public. Juliette avait essayé de lancer une activité de conseil en images, mais les vidéos virales avaient ruiné sa réputation professionnelle. Ils vivaient désormais dans un appartement d'une chambre en banlieue, travaillant à temps partiel et peinant à rembourser leurs dettes accumulées. « Nous sommes en direct dans 5 minutes », annonça le réalisateur du programme. Je regardais les caméras qui allaient bientôt diffuser mon histoire à des millions de foyers, ressentant un mélange de nervosité et de détermination. À mes côtés se trouvait Carlos, qui avait accepté d'apparaître avec moi pour expliquer les aspects juridiques de l'affaire. Dans le public étaient Joseph, Lucie et Amélia, mes piliers de soutien pendant ces mois difficiles. La chose la plus douloureuse pendant ces 6 mois fut le silence complet d'Ethan. Après avoir perdu l'affaire, il n'avait fait aucune tentative de me contacter. Aucun appel demandant pardon, aucune lettre expliquant son comportement, aucun aveu que ses actions avaient été mauvaises. C'était comme s'il avait décidé qu'il était plus facile de me haïr que d'affronter la réalité de ce qu'il avait fait. Juliette, en revanche, avait essayé de me contacter plusieurs fois. Ces messages sont passés de menaces juridiques à des appels désespérés pour obtenir de l'aide financière. Le dernier message, reçu 2 semaines plus tôt, disait « Aurora, je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Ethan est malade de stress et je suis enceinte. S'il te plaît, tu ne peux pas laisser ton petit enfant grandir dans la pauvreté. » La nouvelle de la grossesse fut comme un poignard dans mon cœur. J'allais être grand-mère, mais mon petit enfant grandirait dans une maison remplie de ressentiment à mon égard. Comme un 10+, j'avais appris la leçon la plus difficile de ma vie. Je ne pouvais pas sauver des personnes qui ne voulaient pas être sauvées. Tenter de le faire ne faisait que perpétuer leur comportement destructeur. « Madame Hughes, nous commençons dans 30 secondes », m'informa Catherine. Je pris une profonde inspiration et pensai à toutes les personnes qui m'avaient écrit après avoir vu les vidéos, me racontant leurs propres histoires d'abus familiaux.
Des seniors dont les enfants avaient pris le contrôle de leurs finances, des parents soumis à un chantage émotionnel par des enfants adultes irresponsables, des grands-parents menacés de ne pas voir leurs petits-enfants s'ils ne fournissaient pas un soutien financier. Nous sommes en 3, 2, 1. La lumière rouge de la caméra s'alluma et Catherine commença avec une introduction qu'elle avait parfaitement répétée. Bonsoir et bienvenue dans Histoire d'une vie. Je suis Catherine Diaz et ce soir nous avons avec nous Aurora Hughes, une femme de 68 ans dont l'histoire a choqué la nation et mis la question des abus familiaux envers les personnes âgées au centre du débat national. Madame Hughes, continua Catherine en se tournant vers moi, 6 mois après les événements lors du mariage de votre fils, que ressentez-vous en sachant que votre histoire a inspiré tant de personnes ? Sa question était directe mais pleine de compassion, me permettant de commencer à mon rythme. Je me sens reconnaissante, répondis-je, sentant ma voix se stabiliser en parlant. Reconnaissante qu'une expérience aussi douloureuse que la perte de ma relation avec mon fils ait pu servir à aider d'autres personnes dans des situations similaires. Pendant des mois, je me suis sentie seule et confuse, me demandant si j'étais celle qui avait tort. Maintenant, je sais que ce que j'ai vécu est plus commun que nous ne voudrions l'admettre. Catherine hocha la tête et consulta ses notes. Parlez-nous des années précédant cette nuit, où vous avez commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas dans votre relation avec votre fils et sa fiancée. C'était la question que j'attendais, l'occasion d'expliquer comment les abus émotionnels et financiers se développent progressivement, presque imperceptiblement. C'était à cet étage-là que j'avais interprété mes symptômes à quelque chose d'aimable, dont l'abus familial ne commençait que rarement par des coups ou des cris. Il commence par l'érosion lente de votre confiance en vous, par le fait de vous faire douter de votre propre réalité. Carlos se pencha pour ajouter un contexte juridique. Ce qu'Aurora décrit est un schéma classique que nous voyons dans les affaires d'abus envers les personnes âgées. Les auteurs, surtout lorsqu'ils sont membres de la famille, utilisent d'abord des tactiques de manipulation psychologique avant de passer à des formes plus directes de coercition. C'est insidieux parce que cela se déguise en préoccupation aimante. Et le moment de la révélation ? Demanda Catherine. Quand avez-vous décidé de dévoiler la vérité sur votre situation financière ? C'était la question que je savais qu'elle poserait, celle qui exigeait que j'explique la décision la plus difficile de ma vie. La gifle, répondis-je simplement. Quand Juliette m'a giflé au milieu de la salle de bal devant 130 personnes pour avoir refusé de lui remettre les clés de mon appartement, j'ai compris qu'elle avait franchi une ligne que je ne pouvais plus ignorer. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de protéger ma famille des conséquences de leurs actions. Il s'agissait de me protéger moi-même de continuer à être abusée. L'interview dura 45 minutes, couvrant tous les aspects de mon histoire. Je parlais de ma décision de vivre simplement pour protéger ma vie privée, des années de soutien financier secret que j'avais fourni, de la conspiration visant à me déclarer incompétente et de la bataille juridique qui s'ensuivit. Chaque réponse était conçue non seulement pour raconter mon histoire, mais aussi pour éduquer les autres sur les signaux d'alerte et les ressources disponibles. « Madame Hughes, dit Catherine vers la fin de l'émission, avez-vous un message pour votre fils s'il regarde cette interview ce soir ?» C'était la question la plus difficile, celle que j'avais à la fois redoutée et espérée. Je regardais directement la caméra, sachant qu'il y avait une chance qu'Ethan regarde. « Ethan, si tu écoutes ceci, je veux que tu saches que je t'aime toujours. Je t'aimerai toujours parce que tu es mon fils. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas permettre qu'il vous abuse. Aimer quelqu'un ne signifie pas sacrifier sa dignité pour sa convenance. Aimer quelqu'un ne signifie pas devenir victime de sa cupidité. Les portes de mon cœur te seront toujours ouvertes, continuai-je, sentant les larmes monter. Mais seulement si tu peux les franchir en tant qu'homme honorable que j'ai essayé de te former à être. Seulement si tu peux me regarder dans les yeux et assumer l'entière responsabilité de tes actes. Seulement si tu peux montrer que tu as appris que la famille se construit sur l'amour et le respect, non sur l'opportunisme et la manipulation. Et pour toutes les personnes qui regardent ceci et qui reconnaissent leur propre histoire dans la mienne, ajoutai-je en m'adressant au public, sachez que vous avez le droit d'être traité avec dignité, peu importe votre âge. Vous avez le droit de prendre vos propres décisions concernant votre argent, votre maison, votre vie. Vous avez le droit de poser des limites aux membres de votre famille qui vous traitent mal. Et vous avez le droit de demander de l'aide lorsque ces limites sont violées.
Lorsque les caméras s'éteignirent, le studio éclata en applaudissements de l'équipe de production. Catherine me serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Aurora, c'était l'une des interviews les plus puissantes que j'ai jamais faites. Cela va changer des vies. » Carlos hocha la tête avec fierté, sachant que nous avions accompli quelque chose de plus grand que de gagner une affaire juridique. Cette nuit-là, en rentrant à mon appartement avec Joseph, Lucie et Amélia, je me sentais plus en paix que je n'avais été depuis des années. J'avais raconté mon histoire, défendu ma vérité et utilisé ma douleur pour aider les autres. Peu importe ce que l'avenir réserverait avec Ethan, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. « Aurora, dit Lucie depuis la banquette arrière, je suis si fière de toi. Tu as transformé la pire expérience de ta vie en quelque chose qui protégera des milliers de personnes. » Ces mots résonnèrent dans mon cœur lorsque nous arrivons chez moi. L'appartement que Juliette convoitait autant semblait enfin véritablement un foyer, non parce que j'avais gagné une bataille juridique, mais parce que j'avais enfin appris à me valoriser suffisamment pour exiger le respect que je méritais. J'avais découvert que parfois, le seul moyen de sauver une relation était d'être prête à la perdre. Et alors que je me préparais à me coucher cette nuit-là, je savais que j'avais donné l'exemple le plus important de ma vie. Il n'est jamais trop tard pour se défendre, jamais trop vieux pour exiger la dignité et que le vrai amour nécessite parfois les décisions les plus difficiles. Mon histoire était terminée, mais ma vie ne faisait que recommencer.